high fidelity. It's great. Sex. That's entertaining. Fantastic. Perfect life. Bon, bonsoir à tout le monde. On va commencer. Je m'occupe chaque soir de résumer un peu ce qui s'est passé parce que les absents n'ont pas toujours tort. Donc il y a des gens qui n'ont peut-être pas assisté à tout. Hier soir, on a examiné deux bouts de ce curseur appelé institution psychiatrique. Ça nous a occupé toute la soirée, qui a été assez animée. Si vous n'étiez pas là, c'est dommage parce que c'était assez animé. Alors ces deux bouts, c'est d'une part l'ouverture de l'hospitalisation à des activités extra-thérapeutiques. Et déjà, on s'est engueulé un peu sur ce que ça voulait dire, thérapeutique, les limites, le sens, la réalité de la thérapeutique. Et d'autre part, on a examiné aussi le contexte récent, disons politique, économique, administratif, voire idéologique, le contexte récent qui nous a paru assez inquiétant en France en tout cas, une absurde négation de la folie et même de la maladie au nom de la gestion d'une prétendue santé mentale, entre guillemets, elle-même santé mentale réduite à d'obscures lignes comptables, destinées peut-être sous couvert de prévention à prévenir on ne sait pas trop quoi, à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs, la prévention ayant bon dos. Il faut donc, c'est le scoop d'hier soir, on ajoute le combat politique aux controverses que nous avons soulevées dans la première séance. Et ce combat politique se soutient de ce qui a été aussi évoqué hier soir, c'est-à-dire de simples pratiques d'attention au corps, aux gestes, aux délicats doigtés, dont on a vu qu'elles pouvaient faire merveille avec un des deux films que nous avons vus hier soir. Quant aux âmes, je viens de parler des corps, on va peut-être tâcher de continuer à les laisser tranquilles. Et justement, ce soir, sous le titre général de « Les folies ordinaires », bien qu'on ne sache pas trop ce qu'on veut dire par là, on voudrait faire une place à côté des folies extraordinaires, douloureuses, lourdes, dont on a vu pas mal d'exemples dans les deux dernières séances. On voudrait faire donc une place à ces folies ordinaires, sans trop les définir. Vous allez voir, je vous laisse avec ce film. Je dois vous dire que nous attendions un peu le réalisateur de ce film, qui n'est manifestement pas là. Pas du tout, c'est dommage parce que c'est un très joli garçon, tout le monde aurait été très content de le voir, mais bon, il n'est pas là, on va l'excuser, il a dit oh, si je suis dans le coin je passerai, mais bon, manifestement il n'est pas là. Et deuxièmement aussi, par rapport au programme que vous avez peut-être en main, il y a un psychiatre, monsieur Nubukpo, qui ne sera pas là non plus, mais il sera avantageusement remplacé par Dominique Lombard-Toutan, qui est une psychologue thérapeute, qui viendra donc non pas prendre sa place parce qu'il est sûrement irremplaçable, mais enfin commenter aussi ce film et puis nous dire aussi son point de vue sur les folies ordinaires. Et enfin, j'ai ajouté, et il a bien voulu accepter, Philippe Borel, le réalisateur du film que nous avons vu hier soir, parce qu'il m'a semblé que dans son film, entre autres choses, on voyait justement des fous ordinaires, des gens comme vous et moi. D'ailleurs, il m'a dit, quand je lui ai demandé s'il voulait bien, il m'a dit bah oui, moi je suis un fou ordinaire, donc je veux bien venir pour en parler. Donc voilà, il me semblait que dans son film on avait vu ça, et il a bien voulu, là encore, non pas remplacer Antoine Boutet, mais enfin prendre sa place ici. Voilà, bonne projection, à tout à l'heure. Antoine Boutet n'est pas arrivé, non, il est toujours pas là. Bon.
Bon, on va regretter 3 secondes son absence parce qu'on aurait sûrement appris des choses sur... Alors, si vous procurez le DVD, vous aurez des bonus. Et moi, j'ai vu ces bonus et on le voit ensuite rencontrer Jean-Marie pour lui montrer le film qu'on vient de voir. Et Jean-Marie est très content. Surtout que il pense qu'on va le voir en Espagne, et ça c'est très important qu'on le voit en Espagne, et bien sûr dans le monde entier. Voilà. Enfin en tout cas ça s'est fort bien passé, et tout ce que je sais c'est qu'Antoine Boutet a travaillé 2 ans en voyant régulièrement Jean-Marie. Il a sûrement pas filmé tout de suite, mais enfin bon, c'est une longue histoire. Bon, il n'est pas là, on va pas parler pour lui. Bien. Qui veut prendre la parole, comme on dit ? Surtout, n'hésitez pas, je répète qu'il y a un micro dans la salle, mais peut-être à vous. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, tenez, c'est pour histoire de vous lancer un truc, un hameçon, c'est qu'il n'y a aucune institution psychiatrique apparente, en tout cas, pas de psy, pas de service médical, pas de... je ne sais pas, enfin, bon. À vous. Ne vous précipitez pas sur... Moi, je suis encore en état de choc, donc j'ai envie de me recueillir, juste de digérer ça, parce que... J'ai eu l'impression de voir un homme de Cro-Magnon égaré au XXe siècle. Oui. C'est pas forcément quelqu'un qui est fou. Oui. Oui, enfin, on est quand même tenté de... Oui. On est un Cro-Magnon, comme tu dis, au XXe siècle. Enfin, nous sommes tous des Cro-Magnons d'ailleurs. Donc, bon. Mais tu veux dire un homme préhistorique aujourd'hui, quoi. Oui. Donc, tu trouves qu'il n'est pas fou du tout, ce monsieur. C'est ça. Tu as sûrement raison. À part ça, la question, c'était quoi? Oui. Ah non, tu voulais pas. Ah, elle est là. Ah, les intervenants ne nous aident pas beaucoup ce soir. Ils se vengent. Voilà. C'est pas des questions non plus. Ça m'a inspiré 2 réflexions. Une réflexion sur les territoires et les espaces de la folie, enfin, ou de la folie, enfin, de ce qu'on vient de voir. Et puis sur l'absence totale dans ce film de la notion de pathologie, de psychiatrisation. Voilà, il est très, très bien dans sa propriété de 6 hectares. Voilà, juste une réflexion sur les territoires et les espaces de la folie qu'on a tendance à restreindre aux établissements ou aux institutions, mais qui finalement sont des espaces beaucoup plus larges que les institutions et les établissements. Je livre comme ça des réflexions, mais ça me fait penser à la libre association, au travail qu'on fait chez le psy. On passe d'une idée à l'autre comme ça, à la magie de ce qui peut nous traverser, ce qui est de l'ordre du transcendantal, de l'art. Et ce monsieur, il est loin d'être fou, il est clairvoyant, il est traversé par quelque chose de cosmique, magique. Et moi, je suis encore sous le choc, je le redis, mais voilà. Enfin, arrêtez de procréer quand même. C'est pas très raisonnable. Hein. Enfin, je sais pas. Bah, en même temps, on va être combien? 7, 8, 9, 12 milliards sur une planète finie? Moi, je trouve qu'il pose il met les pieds dans le plat, disons. C'est sûr, il pose des questions. Il pose les bonnes questions, peut-être. Alors, il y a une question ici, je crois. Bonsoir, non, moi c'est juste une constatation. Pendant le film, j'ai pensé souvent, il faut imaginer Sisyphe heureux. Oui, oui, il a l'air. Je ne sais pas s'il est heureux, en tout cas, il est très occupé. Oui, il a beaucoup d'occupations. Bonsoir. J'aimerais savoir où il était diagnostiqué avec une maladie psychiatrique. Le monsieur, dans le film, il a un nom, sa maladie. Marie-Odile, Dominique, parce que c'est elle, hein, les spécialistes, là, mais elles n'osent pas, elles n'osent plus. Hein. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. On n'a pas fait un entretien pour poser un diagnostic. On a vu. Ce que j'ai envie de dire, comme ça, d'entrée de jeu, oui. J'étais venue avec l'idée que,
ouf, on allait avoir des images, un film où le distinguo serait maximum entre folie et psychiatrie. Parce qu'apparemment, des images qu'on a vues, cet homme n'est pas psychiatrisé du tout. Oui. Alors, peut-être qu'il a, à certaines périodes de son existence, rencontré des soignants, mais là, il n'y a aucune notion de ce type. Mais ce que j'avais envie de dire d'entrée, c'est que moi, je vois ce film pour la 3e fois, et à la séquence Jacques Brel, j'ai pleuré pour la 3e fois. Voilà. Le plat pays devenant le plein pays, Jacques Brel aurait apprécié, j'espère. Non, moi je dirais qu'il s'autosuffit, il vit dans son monde, il s'est inventé un monde avec des repères qu'il a plus ou moins eus peut-être dans sa vie, la musique entre autres, parce qu'en fait ses choix de musique c'est pas anodin. Heureux, je ne sais pas, mais je juge pas parce que il semble, moi j'ai l'impression qu'il semble heureux dans son monde. Enfin, en tout cas, il ne s'en plaint pas. Non, mais la dame ne demandait pas de juger. Je crois qu'elle demandait voilà. S'il y avait un nom qui pouvait décrire ce comportement. C'est ça que vous demandiez ou... C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est la question? Sommes-nous vous, c'est ça? C'est une bonne question. On remplace par un V. Sommes-nous? C'est un autre point de discussion. Alors attendez, il y a un micro quelque part ou pas? Oui, oui. Je voulais poser juste une question. En fait, si lui est fou, apparemment il vit très bien, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qu'on pourrait adapter à plein d'autres fous, en les laissant simplement vivre? Est-ce que c'est pas la société qui n'est pas adaptée à tout le monde, donc voilà, à tout le monde dont eux, si encore il faut les mettre à part? Et voilà, c'était ma question. Je trouve qu'il est super créatif. Sa grotte, là, c'est magnifique. C'est un travail de 30 ans, c'est fabuleux, moi, je trouve. Après, que ce soit le bazar dans sa maison, que ce soit... C'est sa vie à lui, quoi. Elle est peut-être pas très drôle, elle est peut-être pas comme la nôtre, comme nos vies sont différentes. Voilà, quoi. Il faut accepter aussi la différence des autres. La question pourrait être, qu'est-ce qui nous gêne dans sa façon de vivre? Qu'est-ce qui nous gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous gêne? Oui, vas-y. Oui. Oui, effectivement, cet homme, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a une relation avec l'extérieur par des radios, une radio épouvantable et puis un magnétophone. Et il vit tout seul dans sa terre, dans la solitude, parce que les images sont terribles. Il n'y a pas un chat autour. J'ai pas vu un chat. Hein? Il n'y a même pas un chien, il n'y a rien du tout, il n'y a que lui. Il n'y a que lui et le photographe, enfin le caméraman, qu'il ne regarde pratiquement jamais. Il y a une seule fois, il s'adresse à lui quand tu lui tends la lanterne. Autrement, on a vraiment l'impression que cet homme vit dans un monde séparé. Et je me demande s'il ne vit pas un peu une damnation. Et s'il ne procrée pas, c'est parce qu'il est dans une situation qui ne lui permet pas de procréer. Et finalement, il défend ça comme c'est son étendard, en quelque sorte. Et que collectionne-t-il? Il est dans un monde de pierre. Il collectionne des cailloux. Autrement dit, il s'est adapté complètement à la situation qui lui est proposée, qu'il rencontre sur son territoire. Et je pense, on peut penser parfois au facteur cheval, qui avait un peu cette manie de coller des... Oui, Antoine Boutet le cite dans l'espèce d'introduction qu'il fait à son film. Oui. Alors là, cet homme, je pense, a quand même un univers assez restreint avec lequel il s'est parfaitement adapté. Quant à sa maison, n'en parlons pas, je pense que c'est assez étonnant, on pourrait en discuter beaucoup, je pense, au niveau de l'hygiène, du confort, de l'organisation, c'est assez surprenant. Il a quand même la lumière. A-t-il l'autre? Un tracteur. Alors de quoi parle-t-on ici? De lumière, monsieur?
C'est l'électricité, c'est ça la lumière? Il a la lumière, mais pas la lumière dont vous parlez, monsieur. Vous êtes insultant pour ce monsieur. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous avez passé 3 minutes à peu près à le dénigrer, à vous moquer, et je le trouve vraiment insultant, votre propos. Non, non, il n'a pas du tout insulté Jean-Marie. Hein. Tu as mal compris, Philippe. Alors, si je peux Là, ce soir, il y a ma sensibilité qui parle uniquement. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un type sensible. Surtout qu'il s'est fait couper les cheveux aujourd'hui, et ça le rend un peu fragile. Alors, si je peux me permettre, pour continuer la réflexion de monsieur, je ne crois pas qu'il s'est adapté à un monde, je crois qu'il a créé un univers qui est tout à fait poétique, artistique, magique, auquel, à chaque acte de cet homme, je suis émerveillée. Je trouve qu'il y a de l'artistique là-dedans, et il n'est pas en train d'être victime de quelque chose, il est acteur, il est tout le temps acteur de quelque chose. Et puis, tous ces normes qu'on veut mettre sur sa maison, comment elle est, le confort, mais heureusement qu'il n'est pas pris dans nos pièges, tous nos pièges auxquels on est complètement prisonnier. Il crée autre chose, et quelle beauté, comment il peut nous apprendre à nous qui sommes complètement prisonniers des quantité de codes à la con, qu'on travaille à la con pour avoir un canapé à la con, et que lui, il n'est pas là-dedans. Mais quelle beauté, quel apprentissage! Comment ne peut-on pas apprendre là-dedans? Enfin voilà, je suis complètement émerveillée de ce film et de cet homme que je pense qu'il y a énormément à nous apprendre. Merci. Juste un mot pour correspondre à ce que vient de dire Claude. Là. Tu dis il vit dans un monde séparé. Alors, premièrement, il faut faire la part de l'artiste qui s'appelle Antoine Boutet. Je veux dire, les couleurs de son film tombent pas du ciel, le cadrage tombe pas du ciel. Et alors, si en effet on a l'impression que Jean-Marie ne le regarde jamais, Antoine, c'est que ils ont passé beaucoup de temps ensemble, et donc il a l'habitude de le voir. Enfin bon, et encore une fois, il lui a présenté le film après coup. Enfin, il a travaillé avec lui, donc. Faisons la part du metteur en scène, disons, hein, du réalisateur, quoi. Et deuxièmement, tu dis qu'il vit dans un monde séparé. Moi, c'est pas ça qui m'a frappé, c'est même l'inverse. C'est-à-dire, ce mec, il est vachement dans le monde. Il est constamment avec son magnétophone. Il écoute la radio. Alors, tu me diras qu'il écoute un peu de manière désordonnée, mais enfin, il est constamment dans le monde, au contraire. Ce qui m'interroge dans ce film, ce qui m'attendrit aussi, qui me révolte pas, mais qui m'attendrit, c'est que ce type est comme nous, quoi. Il est dans le monde, il s'intéresse beaucoup au monde, enfin, hein, il a la musique, la radio, et il bosse comme un chien pour dire ces pierres qui sont vachement belles, enfin bon, et il les caresse, il en déplace, on ne sait pas pourquoi il déplace celle-ci plutôt que celle-là, et donc moi j'ai... Il oublie qu'il donne son adresse à une dame, oui, à laquelle il adresse une très belle chanson. Alors d'après, je crois, le papier qu'il y a dans le DVD, il s'agit d'une amie d'enfance qui porte un prénom, oui, et alors il lui parle comme si elle était extraterrestre, enfin, mais comme si elle était toujours là, quoi. Non, il y a plein de normalité chez ce type. Moi, c'est ça qui m'a... Et je le trouve pas tellement solitaire et bizarre, je le trouve, enfin si, un peu bizarre, mais plutôt dans le sens de tout le monde. C'est pour ça qu'on a appelé ça les folies ordinaires, parce qu'il me semble qu'il fait juste un pas de côté, quoi. Mais que ce pas de côté, évidemment, c'est étrange, mais rien de plus, quoi. Moi, je le trouve très normal, ce mec, à vrai dire. Hein. Très, très normal. De toute façon, il va chercher de l'essence pour son tracteur. Il doit bien communiquer avec les gens. Il va venir chercher de l'essence pour mettre dans son tracteur. Il dit à faire comme ça. Attendez, j'ai pas entendu, pardon. Oui, c'est ça, il fait plein de trucs normaux. Hein. Il a un tracteur, il a des piles, il a des cassettes, il écoute la radio, je suis là. Oui. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout anormal. D'ailleurs, dans notre région, il y a des gens comme ça. Il y a quelqu'un à Lanquet qui vit sous terre comme ça aussi. C'est pas la peine d'aller très loin. Mais son anormalité, moi, je trouve, hein, c'est son langage. Parce que, enfin, sa façon de parler. C'est-à-dire qu'il a un accent particulier. On m'a dit qu'il était du Lot. Donc, c'est un Occitan qui parle français, mais qui a un accent du terroir très rocailleux, parce qu'il est vraiment dans le roc, il vit dans le rocher. Hein. Et
en plus, on n'est absolument plus habitué à cette façon de parler. Quand on vous écoute, vous êtes tous policés, moi aussi, on parle, on écoute la radio. Bon, ben on va faire un effort, Daniel, d'accord. Ça m'a fait rire parce que je t'ai trouvé caricatural tout à l'heure. Tu vois, ça m'a plus agressé que Claude Gaudy, interpellé par monsieur en face de moi. Et j'ai trouvé que ta façon de faire le paysan, là, ça tombait un petit peu à plat, si je peux me permettre. Enfin, je dis, ça m'a pas vraiment agressé, hein, quand même. Mais lui, il a une façon de parler qui est complètement étrangère à nous. On a beaucoup de mal à le comprendre. Pourtant, apparemment, par moment, il parle français quand même. Hein. Oui. Mais tout est une espèce de charabia volontaire, lié à son histoire, sa solitude. Ça, je trouve c'est vrai qu'il est un peu seul, donc, ouais, c'est sûr. Mais il est un peu seul dans le film, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, je répète, il a un tracteur, donc il va voir un mécanicien, il a du gasoil, il a des cassettes. Une lampe halogène, à économie d'énergie même. Donc il est un peu dans le siècle. Hein. Et voilà. En fait, il faudrait se rassurer en permanence. C'est ça ? Il faudrait se rassurer en permanence parce que finalement, son monde, il nous interpelle, il nous fait peur. Il y a quelque chose d'universel et de dérangeant. Et il faudrait se rassurer à tout prix. Se raccrocher à des éléments de civilisation qui nous rapprochent de lui, ces éléments artificiels qui nous rapprochent de lui. Il faudrait se rassurer à ce point. Non, mais tu as raison de folie, elle est du pire, hein, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, je cherche pas à me rassurer parce qu'il me dérange pas, ce monsieur. Je trouve attendrissant, j'ai dit. Et je trouve simplement qu'il nous apprend que la normalité n'est pas cette normalisation avec laquelle on la confond. Et donc, il est normal au sens de normatif, c'est-à-dire la vraie normalité, c'est celle qui invente la norme. Hein. Et il me semble qu'il est, en ce sens, très normal, au bon sens du terme, c'est-à-dire, ce qu'on disait dans les autres jours, c'est-à-dire, une institution est bonne quand elle ne cesse pas d'être instituante. Eh bien, ce monsieur me paraît normal, parce qu'il ne cesse pas d'être normalisant, toujours avec lui-même et avec son monde, enfin. Et c'est vrai que, moi je trouve qu'il nous apprend quelque chose de notre monde que peut-être sans lui, on n'aurait pas su voir, quoi. Voilà. Alors là-haut, pardon. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont bouleversée dans ce film. D'abord, le premier chant. Moi, je suis très branchée chamanisme amérindien. Et le premier chant qui était assez incompréhensible, ça aurait pu être un chant chamanique amérindien. Et la chose qui m'a vraiment bouleversée, c'est son rapport à la terre et aux pierres. Il est complètement materné dans la terre. Il y a un moment, justement, quand il passe la lampe, parce qu'il ne peut plus le passer, moi j'ai vu un accouchement, il est tout le temps en train de s'accoucher de lui-même. Et ça, c'est ce rapport qu'il a à la terre. Quand tu penses aux tonnes de pierres qu'il a remuées, tout ça pour dégager ce canyon, enlever toute la terre qu'il y avait dedans, et c'est son domaine à lui, c'est vraiment là qu'il vit, c'est vraiment là qu'il est. C'est un enfant de la terre, mais au sens primordial du terme. Et je pense qu'il a absolument rien à foutre de nos jugements. J'ai été très gênée par les rires à certains moments, parce que j'ai trouvé ça très insultant. Et je pense qu'en fait, on rit de ce qui nous gêne. Et voilà, moi, je trouve cet homme extrêmement normal dans son authenticité. On n'en a rien à foutre que sa maison soit en bordel et que peut-être il se lave jamais. On n'en a rien à foutre, mais il ne suscite pas la pitié. Il fait un petit peu peur parce qu'il est tellement autonome, il est tellement différent, il est tellement lui-même. Moi, je le trouve extraordinaire. Et heureusement qu'il n'y a aucun psy qui s'en est mêlé. Tout à fait. On ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, on ne sait pas trop. Alors, deux choses, pendant que le micro se balade. Universel, je crois que c'est ce que vous voulez, à propos du chant dont tu parles, je crois que c'est ce que veut dire Philippe, oui, c'est universel au sens artistique de ce terme, c'est vrai. Maintenant, deuxième chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est sûr qu'au niveau de son histoire, bon, on peut, c'est de l'interprétation, c'est de l'imagination que je peux faire, parce que bon, on n'a pas toute son histoire, mais c'est vrai que son rapport à l'accouchement, son rapport à la sexualité, c'est quand il parle de Brigitte Bardot, je crois, enfin bon, voilà, on sent bien que bon, ça c'est aussi de la normalité. Il a
sa propre sexualité, je ne sais pas laquelle, mais bon, voilà, il vit aussi comme un homme normal. Il a des pulsions, il a, voilà, ça, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est sûr que dès le début, on se dit, oula, c'est vraiment un peu terrifiant. On est un petit peu dans, je sais pas, on le voit. Au départ, on le voit dans une espèce de trou. On a l'impression qu'il va être absorbé par la terre, et comme s'il rentrait dans le ventre de la terre ou de sa mère, je ne sais pas. Voilà. Et c'est vrai que, mais moi, je pense qu'il y a une certaine, c'est pas de la normalité, on va dire, mais il s'est adapté à son milieu, il vit dans son milieu, il s'est créé son environnement. Enfin, il était dans un environnement, il se l'est adapté à ses besoins. Hein. Il essaie d'être en lien, je pense, aussi avec l'extérieur, puisque bon, bah, la musique, la radio, mais bon, comme on dit, il doit sûrement aller chercher de l'essence pour mettre dans le tracteur, hein, ou du gasoil. Voilà. Après, bon, on n'a pas toute l'histoire. Alors, le micro. Je vais essayer de me calmer parce que il y a des choses qui m'énervent. Mais bon. Alors, déjà, le titre de la soirée est complètement mensonger. Ah. Parce que ça s'appelle Folie ordinaire. Alors, folie, je voudrais dire, on s'en fout complètement de savoir s'il est fou ou pas. Hein? Et puis, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Hein? Et donc, quand on essaye d'analyser, de comprendre sa mère, l'accouchement, tout ça, mais on n'en a rien à foutre, parce que ce type-là, on nous a montré un artiste. Et est-ce que quand on regarde l'œuvre d'un artiste, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est son histoire, etc. Peut-être si on fait quelques études, mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est l'œuvre. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que ce type-là fait, c'est ses œuvres. C'est-à-dire les pierres gravées Les pierres gravées, les pierres qu'il entasse, le décor de son habitat, son chant. Mais il est artiste par tous les pores de sa peau. Et alors, on a évoqué tout à l'heure le facteur cheval. Il ne fait pas la même chose que le facteur cheval, mais il fait ce qu'on appelle de l'art brut. Hein? Et quand on parle de l'art brut, on parle de ces gens qui ne peuvent pas vivre sans exprimer leur émotion, leur créativité, et c'est ce qu'il fait. Il exprime sa vie. Et moi, j'ai regardé ce film comme les œuvres d'un artiste à l'œuvre. Hein? De l'art brut, c'est pas de l'art codifié. Hein, N'oubliez pas Antoine Boutet quand même, hein, qui doit y être pour quelque chose. Hein. Comment? N'oubliez pas Antoine Boutet. Il y a deux artistes alors. Voilà. Oui. Il y a deux artistes. Hein. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si voilà, ça vient de sa mère ou de son père ou de je ne sais qui, s'il est fou, pas fou, s'il est. J'en ai rien à foutre. Enfin, ce qui est drôle, c'est que quand même, vous êtes plusieurs à être intervenus et chacun voit ce film à sa manière. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Lui, il dit, ça y est, j'ai découvert l'universel transcendantal. Et voilà, non, mais c'est des mots, ça veut rien dire. Chacun peut y voir ce qu'il veut. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et non, chacun peut librement associer comme ça. Voilà. Ça renvoie. Excuse-moi, mais moi, alors, on a peut-être un titre mensonger, mais tout de même, on a ce thème qui nous travaille depuis 3 jours et encore pour 2 jours. Ce type s'appelle Jean-Marie. Alors excusez-moi, je vais être pédant, mais il y a un Jean-Marie célèbre dans l'histoire de la psychiatrie. C'est un petit garçon, enfin, qui a beaucoup grandi après, entre les mains d'un monsieur qui s'appelait Fernand Deligny et qui est un très grand type de, j'ose pas dire de la psychothérapie, mais enfin bon, de tout ce dont on parle et voilà. Est-ce que donc Marie-Odile et Anne connaissent bien ça au moins, peut-être les autres aussi. Ça vous a traversé l'esprit en voyant ce Jean-Marie-là? Ou bien la référence est idiote? Non. Vas-y, tu as... Moi, je suis beaucoup dans l'embarras. Ce type, il est très fort parce qu'il a foutu la zizanie dans la soirée. Bon.
on n'est pas prêt d'être d'accord ce soir ou un peu consensuel. Hein, donc, voilà. Et puis si on dit, si je m'aventurais à dire, c'est un grand malade, ce que je pense, est-ce qu'il y aurait une perte de respect et pour son œuvre et pour le personnage? Et est-ce que si on respecte cet homme parce qu'il est dans des conditions effectivement tout à fait extraordinaires, ça nous aiderait à respecter ceux qui sont enfermés ou pris en charge ou diagnostiqués, ou est-ce que ce serait une aide? Et moi je pense que c'est une aide. Alors c'est là que je rejoins peut-être ton interpellation sur Fernand Deligny. En plus ou par-delà l'homonymie, enfin le fait que ce soit de Jean-Marie. Moi, je pense que cet homme, j'ai peur. Ils ont laissé les armes à l'entrée, c'était prévu. Non, sur un plan diagnostic, il est complètement délirant. Moi, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'est pas dans les conditions de faire un diagnostic, mais ça ne change strictement rien de penser ça, je l'ai pensé, d'être complètement admiratif et pour l'œuvre et pour les conditions de vie et pour ce qu'il nous montre. Et peut-être la première idée qui m'est venue tout à l'heure en revoyant ce documentaire, c'est qu'on est dans l'impossibilité de distinguer ce qui serait du registre, alors je vais employer les termes codés, des symptômes, du tableau clinique, de est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est normal, d'avec l'effort, c'est plus que l'effort, c'est la merveille thérapeutique qu'il fait pour lui-même, c'est-à-dire qu'il s'auto-soigne, que ses symptômes sont ses traitements. Alors c'est là qu'on est coincé. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il met, les gestes qu'il fait, la musique effectivement, les gravures de pierre, c'est un agité. Il faut le mettre sur Ritaline. Enfin, je veux dire le travail incessant, monstrueux, enfin qu'il fait, c'est le traitement qu'il pense lui-même. C'est-à-dire que et on peut. Enfin, moi, j'ai pas pu distinguer, j'ai pas pu mettre une feuille de papier à cigarette entre des éléments qui seraient du côté de la pathologie, enfin, et tout ce qu'il met en œuvre pour être lui-même et aller mieux, aller bien, vivre, exister, être dans le monde, même si le monde c'est son monde. Enfin, merci voilà. de nous éclairer, ça c'est bien. La pathologie, c'est la thérapeutique. Oui, d'accord, c'est bien ça. Oui. Je peux dire il faudrait nuancer, compléter, nuancer. Je simplifie. Enfin, on vient de parler de malade et de délire. Oui. C'est étonnant, ce monsieur ne demande rien du tout. Oui. Il ne demande pas à être soigné. Et pour une fois, on n'a pas parlé ni de patient, ni de prise en charge. Ces deux abominables expressions qui, toutes les soirées précédentes, m'ont horripilé, on va dire. Ah, d'accord. Enfin, on est en face d'un homme qui n'est pas tout à fait comme moi, ça c'est vrai, mais parce que je n'ai pas le courage de m'enfermer dans le minéral. Cette affaire m'a plutôt intéressé. Je crois qu'il y a un petit peu du syndrome de Diogène dans la manière dont il fonctionne. Mais c'est son affaire, après tout. C'est un philosophe, donc il sait de quoi il parle. Et ce qui m'a le plus gêné dans ce film, mais c'est le film, pas le bonhomme, c'est qu'il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a aucune humidité. Il est pathétique de voir cet homme se frotter avec des pierres en permanence et il n'y a pas la moindre trace de pluie, d'eau, de rien. C'est fort étonnant. Juste au début, le café qui le transvase plus ou moins. Voilà. Le café, c'est pas de l'eau quand même. Et puis, c'est pas ça. Non, mais c'est un liquide. Bon, mais si ça vous suffit. Très bien. Non, mais à un moment, il pleut, je crois. Il est dans son tracteur et il est derrière la pluie. C'est vrai qu'il y en a peu. Alors, oui, bah, attends, je voulais juste ajouter un petit truc parce que moi, ça m'a éclairé ce que vient de dire Marie-Odile, là. Et en pensant à Deligny, je ne pense pas seulement, effectivement, à l'homonymie des prénoms, mais aussi à l'attention du... Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'autre Jean-Marie, tu peux en deux mots... Non, peu importe. Non. Non, parce que je vais faire d'autres références à ce que les gens connaissent. C'est... l'attention avec laquelle il est suivi par le réalisateur. Exactement comme dans le film d'Anna Maria hier soir ou dans celui de Philippe, on voyait
parce que, excuse-moi, mais j'appelle ça des fous ordinaires, malgré le mensonge, mais des gens, entre parenthèses, normaux, et simplement parce qu'on les a suivis, quoi, parce qu'on fait attention à eux, comme Anna Maria fait vachement gaffe aux doigts de pied, aux petits doigts, etc. Et Philippe, pareil, avec son type qui se balade sur les bords du canal, là, à Reims, là. Et donc, moi, c'est à ça que je pensais. Deligny était un type qui suivait Jean-Marie, mais de manière hallucinante, c'est-à-dire il fallait noter les pas que Jean-Marie faisait, dans quelle direction tous les jours, à quelle fréquence, etc. Enfin, c'était un petit garçon autiste, très malade, enfin bon, mais Deligny l'a suivi pendant des années, enfin il a vécu avec lui, quoi. Enfin voilà, je pensais à l'attention, pas simplement à l'homonymie. Bon, alors il y a autre chose là. Voilà autre chose. Je voulais juste, moi ce qui m'a frappé chez lui, c'est plus une question, hein, c'est il n'y a absolument pas le rire et il n'y a pas du tout de pleurs non plus. La seule émotion, enfin moi que j'ai ressenti, c'est les émotions qu'il ressent dans l'effort. Mais après, quand il chante, par exemple, il chante sur une espèce de mono. Enfin voilà, un ton très linéaire comme ça, et sur son visage il n'y a pas d'expression, ça coule. Bon, c'est vrai. Là aussi, je me demande si c'est pas une projection de toi-même que tu es en train de nous livrer, mais tu as un peu raison. Je vois ce que tu veux dire. Mais cette soirée, c'est une soirée thérapeutique. Ça, voilà qui fait plaisir. Alors, Marie-Odile voulait reprendre la parole, oui. et Anne après, et après la salle. Allez-y. Juste un mot, peut-être pour aider, comme ça, à ce que les questions deviennent un peu plus douces. C'est le réalisateur aussi qui nous manque, parce que moi je pense que dans la vie de cet homme, il y a institution, il y a du monde autour, mais ce n'est pas montré dans le documentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet... Alors, quelles sont les personnes, quelles sont les instances qui permettent qu'il puisse mener sa vie comme ça? Il doit y avoir des gens au village, il y en a qui ont connu sa mère, il y en a qui lui vendent, on a dit, l'essence, les piles pour son magnéto qui ne marchent pas bien, on doit lui prêter des bretelles quand les siennes sont cassées, enfin, et il y a une tolérance de son existence. Dans le générique, on voit que le maire d'un village est remercié. C'est voilà, peut-être... Oui. Il y a un entourage qui pour le moins est tolérant. Justement, qu'on peut appeler le secteur psychiatrique, les flics qui viennent pas le persécuter. On pourrait imaginer que ce soit un homme maltraité, persécuté. Il doit se nourrir un peu, donc je sais pas, il a peut-être quelques ressources. Donc il y a un entour, mais on ne le connaît pas dans ce documentaire. Ce qui aggrave un peu nos hallucinations à nous. Il vit tout seul sous terre, voilà. Mais ça, c'est le parti pris du réalisateur qui. Je dirais, il y a un entour qui nous encombre dans le débat parce qu'il n'est pas là. Enfin, il y a un encombrement par absence de ceux qui, je veux dire, de ceux qui l'aiment bien, enfin en tout cas qui ne lui font pas de mal. Anne, tu voulais ajouter quelque chose d'abord, oui. Qui va un peu dans le même sens et enfin, dans la comparaison avec Deligny, qui vivait donc avec des très grands autistes dans les Cévennes, mais avant dans le Lot aussi, quand il avait tourné son premier film, et qui disait que... comment ? Pardon ? On entend guerre. On entend guerre, excusez-moi. Approchez le micro. On entre en guerre, mais nous n'entendons pas. Bon. Ben oui, je disais, bon, dans le même sens que Deligny disait que les territoires qui permettent de vivre comme ça en France sont en voie de rétrécissement et sont peu nombreux. Il y a le Lot, il y a les Cévennes, enfin, qui sont des territoires où on peut vivre effectivement d'une manière qui peut apparaître un peu préhistorique, par exemple. C'était le cas donc du réseau de Deligny dans les Cévennes, près de Monoblet, où il vivait donc sur plusieurs sites avec des enfants autistes et avec, par exemple, des instruments très rudimentaires, avec des peaux de bêtes, avec des choses comme ça, et avec aussi un rapport au territoire où les frontières de la propriété privée
n'existe pas trop. Parce que moi, par exemple, je suis bretonne, là, de la région de Guingamp. Quand j'étais gamine, on se baladait absolument partout, sans frontières. Et maintenant, c'est totalement impossible. Tout est environné de fer barbelé, etc. Et donc, le territoire possiblement habitable par quelqu'un est très réduit. Et enfin, on ne peut pas retrouver cette impression qu'on a dans ce film, par exemple, dans ces territoires-là. Bon, de même, une cahute comme celle qu'on a vue, immédiatement, les services de l'État se précipitent, c'est pas aux normes, etc. Donc, il y a tout un quadrillage de la vie qui est de plus en plus prégnant dans plein de territoires, quadrillage qui fait aboutir effectivement en psychiatrie ou par exemple dans un nouveau truc qui se développe ces dernières années, là, qui sont les pensions de famille pour les soignants, enfin, qui transforment les gens d'abord en SDF et ensuite les fait rattraper dans des services sociaux complètement encadrés et comme des gens qui finalement donc on va dire sont fous, ont besoin d'être traités, alors que il y a 50 ans ce type de vie était possible et donc le reste dans quelques territoires peu nombreux. Oui, c'est vrai. Oui, là-haut. Oui, je trouve que c'est un formidable professeur parce qu'il nous a montré comment chacun d'entre nous, on peut aménager sa vie. Ouais. C'est-à-dire que comment chacun d'entre nous, on peut faire avec sa folie, avec sa propre folie. Lui a trouvé son calage. Et c'est en ça que dans sa créativité, je crois qu'on a beaucoup à apprendre. C'est sûr. Moi, je voulais demander une petite chose aussi, puisque Anne vient d'effleurer le truc, enfin de me faire penser qu'il faut peut-être en parler. Moi, j'ai passé mon enfance, les grandes vacances, on les passait en Auvergne, dans les endroits, comme tu l'as dit, là, un peu paumés, sans barrière, etc. Et il y avait des idiots du village, quoi. Il y avait mon voisin, voilà, tout le monde savait qu'il y avait quelques simplettes, et ça posait aucun problème. Je veux dire, ils erraient aussi, ils faisaient des tas de trucs, ils étaient très occupés à faire des choses qui nous faisaient marrer, nous les gosses, mais voilà, mais c'était dans les années 50-60, effectivement, je crains que tout ça ne soit plus possible aujourd'hui. Et au fond, l'une des raisons de la folie ordinaire, c'est l'errance et en effet la liberté de mouvement, et je me demande pourquoi ça disparaît alors que ça ne gêne personne. Enfin, les cabanes en plastique, comme on le voit dans le film aujourd'hui, si c'est à côté de Calais, ça s'appelle la jungle, et les CRS débarquent immédiatement, quoi. C'est sûr, hein, c'est un truc. Bon, oui. Oui, et je me suis senti interpellé. Je suis psychiatre. J'ai longtemps travaillé donc dans le secteur psychiatrique à Vauclair, Montpont, et maintenant je travaille au Papillon Blanc. Donc plusieurs choses à dire. Je ne le sens pas vraiment délirant. Il y a des éléments délirants, mais c'est difficile de poser un diagnostic. Et c'est pour ça que la psychiatrie n'est pas une banalité. Je l'ai dit l'autre jour, c'est une discipline médicale extrêmement difficile à travailler. Ce que je vois en lui, c'est vrai, c'est un artiste. Il travaille la pierre et il chante bien aussi. Hein, ce sont des belles chansons. On peut dire qu'il s'est retiré de la vie. On a l'impression, enfin, pas totalement, mais du monde, un petit peu. Hein, c'est l'ermite, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'un retrait autistique, sans toutefois être autiste. Il est en contact permanent avec le monde. Alors, pourquoi s'est-il retiré comme ça? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il a été traumatisé? Il y a quelque chose qui s'est joué pour l'amener à se replier sur lui-même. Mais il s'occupe. Il n'est pas triste. On ne sent pas une souffrance en lui. Donc, à partir de ce moment, la psychiatrie ne va pas s'occuper de lui. Il n'est surtout pas dangereux, il ne fait pas peur du tout. C'est pas quelqu'un qui peut faire peur. Et donc, là encore, la psychiatrie répond quand il y a de la souffrance ou quand il y a danger.
danger pour la société. C'est vrai, ça aussi, ça fait partie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile quand on doit hospitaliser quelqu'un en hospitalisation d'office, très difficile. Il faut des semaines pour réaliser l'opération. Et on le fait aussi parce que bon, les voisins, les gens, le maire, plein de monde se trouve en danger. Et la psychiatrie va essayer de l'apaiser, l'aider, et aussi mettre un projet, surtout un projet... Attendez, parce que vous dites que ça ne relève pas de la psychiatrie, mais quand même si un peu... Non, là, il n'est pas dangereux du tout. C'est-à-dire que vous n'auriez affaire à lui que si les voisins se plaignaient, quoi. Voilà, s'il y avait des plaintes, si les voisins étaient en difficulté, il peut se mettre en difficulté lui aussi, mais là, on ne le sent pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air de souffrir. En tous les cas, il est en quête de quelque chose. C'est vrai, l'image de l'utérus, il y a quelque chose qui se joue là avec la sexualité, avec le sexe, avec le ventre d'une femme. On ne sait pas trop. Comment se fait-il que cette invention de la normalité, cette inventivité de la normalité que Jean-Marie représente, soit si peu courante, alors que... Alors, la normalité, déjà, bon, c'est quelque chose par rapport à des comportements, des comportements qu'on dit normaux, qui s'approchent d'une courbe normale, mais le danger, c'est que on pourrait penser qu'il s'agit d'être obéissant aux règles institutionnelles ou à une certaine éthique, mais en même temps, si on est extrêmement intelligent, on dévie de cette normalité, mais on n'est pas pathologique. Et on n'est pas déviant forcément, on n'est pas toujours déviant. Je pense que pour faire référence à la normalité, il faudrait voir le fonctionnement intérieur de l'individu. C'est-à-dire qu'il est lui-même en équilibre à l'intérieur de lui-même, qu'il a retrouvé peut-être une certaine sagesse, un bonheur... En tout cas, il a pas mal au dos, ça c'est sûr, parce qu'avec les trucs qui trimballent... Un bonheur intérieur, et là on a l'impression, je ne sais pas s'il y a le bonheur, hein, tout ça c'est relatif, mais il ne paraît pas malheureux, et il trouve son bonheur dans le travail, il travaille beaucoup. Marie-Christine. Ah. C'est rapide, c'est juste en parlant de Deligny, je trouve que l'auteur, enfin le réalisateur, il a une vraie patte de Deligny dans sa façon de filmer, qui du coup n'est pas... Deligny, il parle beaucoup de cette compréhension, notre quête d'une compréhension, et comment on peut en avoir ras-le-bol d'essayer de comprendre quelque chose. Et je trouve qu'il y a une beauté, et puis même, je trouve que le réalisateur nous a offert cette beauté de ne pas être là. Et de ne pas nous dire, voilà, il est là, en fait il a du feu parce qu'il connaît une cousine qui a fait... Enfin, de donner des explications qui nous font tisser des fils pour nous de compréhension de son être, et juste d'entendre l'être, parce que Deligny, il parle de l'être, et ce réalisateur-là, il nous fait voir, sentir l'être tout court. Oui, l'image est là quand même, et tu as tout à fait raison, parce qu'il dit dans son introduction, qui fait une dizaine de pages, il a pris soin d'écrire ce qu'il voulait faire, et Antoine Boutet dit qu'il a refusé de sous-titrer les paroles que quelquefois on a vraiment du mal à comprendre, parce que et il a dit non, j'ai préféré laisser l'énigme, ce que tu dis, l'être, justement. L'être, et puis ce mystère, et quelle beauté qu'il nous offre de ne pas être là, pour garder cette poétique de l'être. C'est ça. D'accord. Amandine. Oui, je voulais réagir sur cette question de normalité. Pourquoi vouloir qu'il soit normal?
Est-ce qu'on a besoin de rationaliser de suite? Est-ce qu'on peut pas accepter un degré de folie comme quelque chose faisant partie de la société aussi? Pourquoi ramener ça sur le normatif? Après, je voulais juste faire une autre remarque. Moi, je trouve qu'il vient aussi nous interpeller, qu'il y a un côté à la fois beau et séduisant dans son mode de vie, totalement détaché d'un certain nombre de choses, en tout cas tel que c'est monté par rapport aux choses qui parfois peuvent, nous, dans notre propre quotidien, nous bloquer. Hein, parce qu'il y a certaines normes sociales, certaines conventions qu'on respecte, alors que lui, il est vraiment dans son monde, il suit son idéal, il construit son œuvre, qui reste assez mystérieuse pour nous, donc on comprend chacun des choses différentes, on en voit chacun des choses différentes selon l'endroit où on en est. Hein. En écoutant les commentaires, on peut savoir qu'il travaille dans la psychiatrie, qu'il travaille plus dans le secteur artistique, donc ça oriente aussi notre lecture de ce qui se passe dans ce film, et notre compréhension. Mais je trouve qu'il nous renvoie aussi à la question de la culture. Finalement, c'est quelqu'un qui partage pas la culture qu'on partage tous ici, qui se met à la marge. Et ça peut avoir un côté dérangeant, voire inquiétant. Qui ne partage pas la culture, tu as dit? La culture qu'on partage tous, dans le sens où il s'est coupé... Jacques Brel, tout le monde le partage, tout le monde adore Jacques Brel. Lui aussi. Alors, plutôt voilà. Alors, en fait, c'est une question d'échange. C'est-à-dire qu'il écoute Jacques Brel, mais c'est dans quelque chose qui est centré sur lui-même et qui n'est pas ouvert sur l'extérieur. Dans ce que montre le film. Après, on ne sait pas quel échange ont lieu en dehors de ça. Mais je trouve que tel qu'est monté le film, c'est un peu comme s'il fonctionnait alors effectivement en ermite ou en vase clos. On a des indices qui nous montrent autre chose, le fait qu'il y ait effectivement un certain nombre de choses de la vie moderne, comme l'électricité, comme l'essence pour son tracteur. Mais je pense qu'il y a cette question-là qui peut venir être un peu dérangeante. Juste un truc, c'est que, à propos de Jacques Brel, il entend le plein pays quand Jacques Brel dit le plat pays. Et je trouve que c'est une lecture de la chanson qui est très bien. Lui qui fait des trous partout, il entend le pays plein, quoi. Et donc, je comprends que ça l'intéresse, cette chanson, parce que ça parle du plein pays, alors que lui, il fait des trous, quoi. Il fait des vides. Hein. Oui, ce qui peut nous inquiéter, c'est peut-être son avenir. Il doit avoir la cinquantaine, je pense. De quoi vit-il? Et voilà, un jour, est-ce qu'il a de quoi se nourrir? Voilà, des choses qui pourraient nous inquiéter. Je pense quand même quelque part, le village doit le suivre et de très près. Oui. On s'occupe un petit peu de lui. Il faudrait l'aider pour gérer son argent. Alors, est-ce qu'il est sous curatelle, sous tutelle? Je ne sais pas. Mais non, mais c'est une... je m'excuse. Oui. C'est une loi de 1960 pour protéger. Bien sûr. C'est pas pour emprisonner. C'est protéger. Et quand on n'est pas dans ce monde de gens qui sont complètement déconnectés de la vie, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas une maison, qui sont escroqués régulièrement, heureusement qu'il y a cette loi pour protéger les gens qui n'ont rien du tout. Il ne faut pas voir que le péjoratif. Le gros problème, c'est vrai, c'est la psychiatrie qui s'est, comme j'ai dit l'autre jour, par rapport aux parents des enfants autistes, ils sont piégés tout seuls en jugeant les parents, alors qu'il fallait les soutenir. Les traitements aussi, il y a eu des traitements qui assommaient les gens. C'était de la maltraitance. Un traitement, un vrai traitement est là pour donner l'élan vital, pour relancer, pour amener et apaiser les gens de leur souffrance. Il y a quelque chose de neurobiologique. C'est un aspect aussi du traitement. Le traitement chimiothérapeutique n'est pas la seule chose, la seule piste pour traiter les malades. Les gens qui souffrent, il y a plusieurs, je l'ai dit l'autre jour, on peut associer aussi la psychanalyse et le traitement cognitif
Actuellement, je suis au Papillon Blanc. On fait un peu de traitement, qu'on parle de pictogramme, le teach, tout ça, ce sont des choses qui apportent aux enfants. Je crois qu'il faut essayer, c'est l'ignorance qui fait qu'on dresse des barrières, alors qu'il faut essayer de sortir, d'aller voir un peu ce qui se fait. Bon, je ne dis pas que le traitement est la seule chose, ça s'associe à autre chose. Oui, Dominique, tu voulais... Oui. J'aimerais juste dire, c'est pas du tout en réponse à ce que vous dites, mais il y a une image qui m'a beaucoup plu dans le film. C'est un plan, et plus exactement, où on le voit au milieu de sa pièce, avec des photos autour de lui. On a l'impression que c'est complètement fondu. Il est fondu dans l'image. On a l'impression d'un tableau, un peu d'un tableau, je ne sais pas, cubain ou quelque chose comme ça, ou même un tableau de Picasso, on pourrait dire ça aussi, avec plein d'images, avec son environnement, et il est au milieu, il est complètement fondu dedans. On le cherche presque. Je trouve cette image. Même moi, j'ai pensé à une tapisserie médiévale. Tu vois, oui, ou une tapisserie. Voilà. Oui, alors Anne, et puis ensuite Marie-Odile. Moi, ce qui m'est venu aussi comme question en voyant le film, par rapport, je dirais, à l'angoisse des services sociaux à propos des gens. C'est-à-dire que l'avenir, effectivement, de ce monsieur, enfin, il est tout à fait possible qu'il y ait une intervention pour l'obliger à mourir proprement et pas tout seul. Parce que j'ai lu des choses, par exemple, des services sociaux de Marseille qui, effectivement, se mobilisent pour empêcher les hommes seuls soupçonnés d'incurie et donc de syndrome de Diogène, alors bon, des fois ça gêne, mais en plus, ils sont, enfin, dans ce document, bon, ils s'étaient aperçus que les gens qui gênaient, c'était en fait des gens qui étaient morts seuls chez eux, et donc maintenant, ils se disent, il faut qu'on intervienne avant. Il ne faut pas laisser les gens mourir seuls. Donc il ne faut pas laisser les... Enfin, pour moi, c'est une question, hein, vraiment, je la livre là. Mais on regarde ça dans l'ici et maintenant, et on est en fait dans une société qui, des fois, laisse d'ailleurs les gens mourir dans la rue, comme nous l'a montré Philippe Borel hier. Mais justement, par exemple, il y a aussi une association qui s'est créée, en tout cas à Paris, pour s'occuper des SDF morts dans la rue et les honorer pour qu'ils ne meurent pas seuls. Donc c'est tout un débat social, et que, bon, en fait, cette présence pose aussi. Oui, moi je voudrais... d'abord, pardon. Je vais être bref. C'était pour prendre en compte ce qui a été dit de très nombreuses fois sur la créativité de cet homme, sa production, l'œuvre d'art. Moi, je ne m'attacherai pas à ses productions seulement dans la pierre, mais c'est créatif si on dit que toute sa vie est une œuvre d'art. C'est-à-dire si on met ensemble sa cahute peu salubre, les pierres qu'il déplace, effectivement un dessin, un graphisme, enfin, qui serait strictement, je sais pas, œuvre d'un artiste, mais son chant, son habillement, sa tristesse, ses joies, même si on ne les voit pas sur son visage, enfin, si on dit, ça se rapproche de ce que j'évoquais tout à l'heure, les symptômes sont les traitements, si on dit que tout ce qu'il met en œuvre, justement, c'est son univers existentiel, créatif, mais à quel prix? Enfin, combien ça coûte de créer? Bon, c'est une question qui touche tous les artistes, enfin, mais pas seulement. Il est formidable parce qu'il est créateur, il a fait une petite fleur, une chauve-souris, un bonhomme. Moi, je pense que ce qu'il crée, c'est son univers pour exister. Enfin, et ça ne s'expose pas dans les galeries, enfin, voilà. Même d'art brut. Créateur de soi-même. Oui, moi, c'est un petit peu dans le fil de ce que tu dis. Moi, je reviens un peu sur l'aspect qu'a évoqué Anna Maria, c'est son côté artistique, parce que on parlait de Cro-Magnon tout à l'heure, et cet homme, les sculptes, les graphismes qu'il fait au pic dans le fond de sa caverne, ils ont vraiment une grande parenté avec ce que nous voyons dans certaines conférences de préhistoire à Bergerac. C'est une représentation importante, et puis c'est pas anecdotique, quoi. Je veux dire, sa chauve-souris, ses pics,
musique et tout ça, ça représente une représentation de sa vie. Et par ailleurs, au niveau de la musique, qui le baigne dans ses magnétophones et sa radio, il a une oreille absolue, cet homme. Il chante Brel au demi-ton juste. Quand il fait une chanson ensuite un peu ex-cathédra, je nous mets au défi d'en faire autant avec une justesse pareille, il a l'oreille absolue, c'est vraiment extraordinaire. Et bon, alors là je passe complètement à autre chose, c'est-à-dire que, bah oui, il est seul, il vit dans son monde, il n'interpelle personne, sauf nous ce soir, et ça fait un peu l'envers du décor par rapport au film de Philippe hier, où le souci de la société, c'était la visibilité de tous ces gens dans la rue, alors que là, ça coule, c'est impeccable, et finalement, comment il mourra, lui s'en fout, et nous aussi, je crois. Oui, c'est quand même une question qu'on peut poser, hein. C'est vrai que... bien, quoi d'autre? Oui. Merci. Outre l'artiste que j'ai souligné tout à l'heure, ce monsieur m'a fait penser, je ne sais pas si ça dit quelque chose encore, c'est une histoire qui est assez ancienne, c'est celle de Gaspar Hausen. Hein, ce monsieur qui a été retrouvé en Allemagne, je crois, mes souvenirs sont plus très précis, mais qui avait vécu certainement un peu comme lui, je ne sais pas s'il était artiste aussi, et qui a fini par rejoindre les services d'accompagnement à un moment parce que quelqu'un l'avait rencontré et avait décidé qu'il ne pouvait plus continuer à vivre comme ça, alors que ça faisait 20 ans qu'il vivait comme ça. Hein. Donc la question de est-ce que ce monsieur Jean-Marie, celui-ci, pas celui de Deligny, a besoin de soins, a besoin de thérapie, a besoin de... non, il vit, il s'est aménagé sa vie, et effectivement, il a trouvé dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, ressources à quelque chose qui est certainement enfoui au fond de lui, mais il a trouvé cette ressource et un équilibre qui lui permet de vivre et apparemment, effectivement, de vivre bien. Bien. Rien d'autre. On va peut-être laisser Jean-Marie accompagner nos rêves, parce que c'est un film comme ça qui nous fait rêver. S'il n'y a pas d'autres questions, tout va bien? Si, une petite question ici. Attention, ça va être une artiste qui va parler. Donc oui, moi je voudrais savoir ce qui a motivé le choix de ce film pour le festival. Je crois que l'idée c'est d'avoir des folies ordinaires, c'est-à-dire encore une fois des trucs qui sont un peu moins lourds et douloureux que ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein. Des gens lourdement malades et douloureusement malades. Et donc je cherchais un film qui essaye de parler des idiots de mon enfance que j'aimais bien et que je trouvais ça normal qu'il y ait des idiots partout. Moi, je me sens un peu con très souvent, donc voilà, moi je suis pour les idiots. Pardon? Quand tu rabats sur idiot ou con, je crois que tu as dit aussi, moi je ne suis pas d'accord parce que ce type il est tout à fait intelligent en fait, oui. Et on ne peut pas dire con ni idiot. Non, je suis d'accord. Oui, mais idiot est peut-être à prendre dans le sens où l'on crâne pour dire autiste. Voilà, je veux dire, les différences dans les villages, elles étaient visibles. Alors, c'est vrai qu'il y a une normalisation imbécile qui veut nous faire croire qu'on se ressemble tous. C'est pas vrai du tout, quoi. C'est bon. C'est vrai que dans les villages, celui qui était un peu simple, souvent, il était quand même, il y avait une solidarité dans les villages qui, la personne vivait sa vie, mais on s'en occupait s'il y avait un problème, voilà. Ils étaient très entourés. Ils étaient entourés. Ça, c'était. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte en disant que la normalité n'est jamais que la folie du plus grand nombre. C'est ça. Et ce monsieur est juste hors norme. Il est hors norme, mais il ne peut survivre que grâce à la bienveillance de la collectivité. Sinon, il serait exclu, vite enfermé. Mais je me répète encore,
La normalité n'est jamais que la folie du plus grand nombre. Oui, mais c'est important de dire qu'il nous montre des marges, des trucs. Je ne sais pas si c'est hors norme. J'espère que non. J'espère que la norme est suffisamment souple, inventive, comme on disait, et voilà pour. Sinon, on ne parlerait pas de folie ordinaire. Oui. Alors, oui, la dame en question. C'est un petit peu dommage que M. Vouté soit pas là, parce que ça aurait été bien de savoir s'il y a eu un facteur déclenchant à ce comportement, à cette vie entre guillemets anormale. On est bien près et voilà. Et s'il y a eu quelque chose qui a déclenché ce comportement, ou s'il a été un petit enfant normal, enfin normal, ce qu'on pense normal, à l'école, tout ça, et s'il y a eu un déclic qui a fait qu'il s'est orienté dans cette vie-là. Voilà. Et ça, je regrette beaucoup de ne pas avoir... Et oui, moi aussi, rassurez-vous, nous aussi. Oui. Non, tout ce que je sais, c'est que le réalisateur a donc passé 2 ans par intermittence, mais beaucoup de temps avec lui, et qu'il continue à le voir après le film. Enfin, qu'il continue à se voir. Donc, c'est tout ce que je peux savoir. Mais c'est vrai que oui, ça serait... Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, je crois, ce soir. Non, c'est juste une remarque. Il y a un mot qui n'a pas été, je crois, en tout cas, je ne l'ai pas entendu prononcer ce soir, mais auquel je pense ce film fait aussi référence, c'est le mot humain. Et je crois que, voilà, il est avant tout humain. J'espère aussi un peu inhumain, bestial, creuseur de trous. Non, mais je sais pas, moi je voulais dire que justement chaque humain construit son territoire d'une manière ou d'une... Chaque humain construit son territoire d'une manière ou d'une autre en relation avec le reste de la société, de manière très diverse, que ce monsieur nous montre une construction de territoire, que les gens qui meublent un appartement avec Ikea, bon, ils font autre chose, effectivement, qui n'est pas très artistique, mais en fait, c'est des comportements, pour moi, qui sont sur la même ligne de construire le territoire dans lequel on se sent vivre, et on le fait manifestement quand même, là, dans le film, même si la caméra ne porte pas là-dessus, en relation avec le monde extérieur qui apporte des cassettes, de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, des choses comme ça. Enfin, c'est une construction de territoire spécifique, bon, qui est énormément hors monde monétaire et de type artistique, comme a été montré des tas de choses quand même au musée de l'art brut, notamment avec des gens qui construisent quelque chose, bon, dans un bois ou dans ceci et de cela. Et je crois, par rapport à la question de madame, qu'on n'a pas à s'occuper de l'origine de la chose. C'est-à-dire que ça se développe, et c'est ça qui est intéressant. Et d'où ça vient, pourquoi certains bifurquent vers une création de territoire exceptionnel par rapport à d'autres qui vont chez Ikea, bon, c'est pas très intéressant. Et surtout, les enfants comprennent ça très bien, les vaches de chouettes cabanes dans les bois et les trous qu'on fait, les gosses sont ravis, tout le monde fait ça, je veux dire, bon, c'est... Ouais. Oui, je voudrais simplement préciser, à propos de ce monsieur, que je n'ai jamais traité de fou, j'ai considéré le lieu où il vivait simplement, et je veux revenir sur ma thèse, qui n'est pas celle d'un artiste, même si ce monsieur a des qualités. Effectivement, il chante, il écoute la musique, il fait des beaux dessins, pas des dessins d'ailleurs, sont des gravures sur la roche. Mais je considère que cet homme, c'est le sentiment profond que j'ai, est dans un univers qui ne lui convient pas. Et il est chez lui, il a 6 hectares. Hein, c'est ce qu'il dit dans sa chanson. À Limoges, il a 6 hectares dans le Lot. Il chante ça pour sa fiancée, je crois, enfin celle qui fut sa fiancée, qu'il a aimée. Et on peut constater que constamment, il refait le monde. Il déplace des pierres gigantesques. On pourrait croire qu'il est en train de vouloir construire des dolmens ou autres lieux de culte, mais il n'y a pas de Dieu là-dedans.
Et à chaque instant, on le voit qui déplace des pierres qui ne sont pas là où il faudrait qu'elles soient, à son avis. Il est toujours en train de bouger le monde. Alors, il fait même un champ de ruines qui posera des problèmes aux géologues dans quelques siècles, parce qu'on se demandera ce qu'est cet amas de pierres considérable. Hein? Et est-ce que c'est de l'art? Peut-être, mais je ne le pense pas dans certains cas. D'accord. Oui, non, nous avons épuisé le sujet sans l'épuiser, non. Oui, un autre mot qui n'a pas été prononcé de la soirée et que j'ai eu à l'esprit pendant tout ce film, c'est libre. En fait, pour moi, c'est juste un homme libre. Voilà. Totalement libre. Et on ne sait plus ce que c'est qu'un homme libre. Et lui, il est vraiment libre. Voilà. Oui, si on entend par liberté l'invention d'un possible qu'on ignorait, enfin, un truc, quelque chose comme ça, quoi. J'entends derrière moi que les gens ont faim, donc c'est peut-être pas le moment de rajouter du débat au débat, mais moi j'ai quand même été... j'ai l'impression que ce qui est, alors je ne sais pas comment vous dire, dérangeant, enfin moi en tout cas ce qui m'a interpellée et même un peu dérangée, c'est que en tout cas il n'a absolument pas besoin de nous. Voilà, il se fiche complètement. Non. On peut s'exprimer. Il a besoin d'outils, de tracteurs. Oui, mais je veux dire, ça glisse. C'est-à-dire qu'effectivement, il est sans doute capable d'aller acheter de l'essence, il est sans doute capable d'acheter du pain, mais cela dit, il est capable d'accepter un réalisateur, et longtemps apparemment, mais ça ne le touche absolument pas. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas... Voilà. Et tant mieux pour lui, hein. Je veux dire, ça ne me... tant mieux. Non mais Hélène, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est difficile à dire ça. De ce qui est montré, en tout cas de ce qui est montré. Et il a une position extrêmement radicale. Et c'est peut-être ça qui est... Nous, finalement, on est plein de compromis tout le temps, parce que justement, le regard de l'autre a de l'importance. Or lui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai entendu, le regard de l'autre, il s'en contrefou. Et c'est peut-être là où, voilà, la question de lien, qu'est-ce qui fait société, vient nous interpeller dans ce qu'on vit tous les jours. Donc pour moi, c'est pas tout à fait pareil que Kikea, enfin voilà, je pense qu'il est dans une position beaucoup plus radicale que nous qui aménageons notre appartement, et c'est peut-être ça qui, enfin, en tous les cas, qui m'interpelle. Alors, moi je veux juste te répondre, je pense pas moi je pense qu'il a des affects, et par rapport aux images, hein, quand il parle à Brigitte Bardot, il a des affects. Bon, effectivement, ce sont sur des images, mais des objets, mais voilà. Moi, je ne me permets pas de dire qu'il n'y a pas d'affect. Je voudrais dire quelque chose à partir de l'expérience de Deligny avec les grands autistes, hein, parce que justement, l'autre Jean-Marie dont on a parlé tout à l'heure, était à 8 ans, un enfant qui tournait sur lui-même en hurlant, et qui donc indisposait absolument tout le monde. Donc Deligny a décidé d'aller vivre avec lui dans les Cévennes, avec des amis éducateurs, et les éducateurs du groupe ne supportaient pas la manière de se tenir de Jean-Marie. Et donc Deligny a dit à l'un d'entre eux: écoute, tu étais dessinateur industriel quand tu étais à Paris, tu vas dessiner les trajectoires de Jean-Marie, et à chaque fois qu'il tourne en rond comme ça que tu supportes pas, tu fais un rond sur ta carte, hein, fais une carte par jour. Bon. Et petit à petit, les ronds ont disparu d'une part, mais d'autre part, ce qu'ont montré les cartes, c'est qu'alors que tout le monde pensait que Jean-Marie se foutait éperdument du groupe, de tout le monde, etc., en fait, ces tracés restaient à l'intérieur d'une ellipse autour du village où étaient les éducateurs. Et donc, il y avait une espèce de corps commun entre lui et les éducateurs, et donc il y avait de l'affect qui passait, alors que tout le monde pensait qu'il n'y avait rien vu son comportement. Moi, je voudrais dire quelque chose à propos du film. Ce qui m'apparaît un petit peu réducteur, justement, c'est le parti pris du réalisateur de l'avoir coupé totalement de son environnement humain. Ça donne quand même au film un petit côté esthétisant qui est un petit peu gênant pour moi. Bon, par exemple, Hélène disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il se fout de nous, qu'il nous ignore.
Je ne sais pas si c'est la réalité. Je crois que c'est plutôt le réalisateur qui a voulu le présenter comme ça, mais à mon avis, c'est un peu réducteur. Voilà, c'est tout. C'est dommage, hein, je ne dis pas que ce soit un mauvais film. Il y a des scènes très émouvantes qui sont très intéressantes, mais il y a ce petit côté, moi, qui me gêne un peu. Ah oui, c'est sûr, c'est un choix. Maintenant, est-ce que c'est réducteur? Je ne sais pas, mais c'est un choix, oui. Comment vous avez fait référence tout à l'heure à l'idiot du village? C'est extrêmement important, ça, des choses, des phénomènes qui ont existé. D'accord. Ils vivent comment? Ils ne sont pas coupés du monde, ils vivent de la solidarité, ils vivent où ils vivaient. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu gênant. C'est tout. Ok. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Parlez bien près du micro. Non, c'est que je suis pas sûre que tout le monde aurait le même regard sur cet homme en le croisant dans la rue, dans un village, qu'après avoir vu le film. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bienveillantes, et tant mieux, c'est rassurant, hein, mais je pense que quand même il y a cette étrangeté qui au quotidien, quand on la croise, n'est pas forcément aussi regardée de façon aussi bienveillante. C'est possible. Voilà. Merci. On va s'arrêter là si vous voulez bien. Demain, on va faire des trucs beaucoup moins rigolos puisqu'on va parler des fous dangereux. Pardon, ah oui. Demain, on va faire des choses moins rigolotes parce qu'on va parler des fous dangereux, des assassins, des criminels, etc. Bon, préparez-vous, faites de beaux rêves et à demain. Non.